Non, on a bien vu de nos propres yeux. Enfin, moi, en tout cas, dans mon quartier, il y avait des personnes de l'ONU qui habitaient et il y a des camions qui venaient les récupérer. Ils partaient tous, en fait. Et là, on se demandait où ils allaient où. Nous, on n'avait pas d'informations. Les autorités n'avaient pas forcément communiqué là-dessus. Et nous, on était un peu dans... C'était une vague de panique. On ne savait pas quoi faire. SLK News. Alors moi, c'est Inès Robaenda. Je suis originaire de Goma. J'habite en France depuis à peu près 6 ans et j'ai fait des études en commerce international. D'accord. Et du coup, en mai 2021, tu étais à Goma lors de l'éruption du volcan Nyiragongo. Est-ce que tu peux nous raconter du coup qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais sur place? Oui, effectivement, en mai 2021, j'étais à Goma et il y a l'éruption du Nyiragongo. Alors, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Moi, j'étais dans un salon de coiffure et j'ai eu un appel. On me disait de sortir dans le salon, en fait, parce qu'il y avait l'éruption du volcan. Dans un premier temps, on ne savait pas vraiment si c'était le Nyiragongo ou le Nyamulagira, parce qu'il y en a deux. Et dans la foulée, tout le monde disait que c'était le Nyamulagira. Personne n'avait peur, en fait, parce que le Nyamulagira, normalement, il va dans le parc de Virunga. Donc, forcément, ça ne va pas arriver dans la ville. Mais on est quand même rentré à la maison, le ciel était rouge, enfin, il y avait à peu près une vague de panique. Et il y a des personnes qui allaient directement vers Mugunga parce que c'est un peu loin de la ville. Parce qu'en fait, il y avait deux choix. Pour les personnes qui veulent aller au Rwanda, ils peuvent aller au Rwanda parce que les volcans ils n'arrivent pas là-bas. Et il y en a d'autres qui vont vers Sake, Mugunga et le volcan il n'arrive pas là-bas. Et nous, on était entre les deux parce qu'on habite un peu dans la ville. On ne savait pas où aller. On ne savait pas si on allait aller au Rwanda, sachant que la frontière était fermée à ce moment-là. Donc on est resté un peu dans la ville. Mais on a à peu près vers minuit, je crois, on a quand même décidé d'aller vers Mugunga parce qu'on ne voulait pas rester dans la ville parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. Les autorités n'avaient pas forcément... Est-ce qu'il y avait des élans de panique ou les gens Oui, tout le monde était... sereins? Oui, tout le monde était paniqué. Je pense qu'on voyait des vidéos des personnes de l'ONU qui sortaient de la ville et ça a créé une vague de panique en fait parce que quand on se dit que l'ONU part de la ville, c'est-à-dire c'est un truc grave. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à fermer nos affaires, on prenait les trucs nécessaires, tout ce qui est documents nécessaires, on le prenait, on le mettait dans la voiture pour partir. Quand tu dis que l'ONU partait de la ville, est-ce que l'ONU, je sais pas, elle a fait une annonce à la population? Non. Est-ce que vous voyez les autorités? L'ONU, vous avez juste entendu l'ONU part de la ville? Non, on a bien vu de nos propres yeux. Enfin, moi, en tout cas, dans mon quartier, il y avait des personnes de l'ONU qui habitaient et il y a des camions qui venaient les récupérer. Ils partaient tous, en fait. Et là, on se demandait où ils allaient où. Nous, on n'avait pas d'informations. Les autorités n'avaient pas forcément communiqué là-dessus. Et nous, on était un peu dans... C'était une vague de panique. On ne savait pas quoi faire. Et comme je disais, on est parti vers minuit. On commençait à aller vers Mugunga, mais c'était bloqué. On ne pouvait pas y aller. Il y avait trop de voitures, tout le monde allait là-bas parce que le Rwanda était fermé. On ne pouvait pas aller vers le Rwanda. Et du coup, on allait vers Mugunga, mais on ne pouvait pas. On a décidé de se poser dans un endroit, c'était vers Imbe, c'est à Katindo. Mon frère, parce que j'étais avec mon frère et mon père, on a décidé de se poser là-bas jusqu'au matin. Et le matin, c'est comme si la vie avait repris. Là, c'était le 22 mai. La vie avait repris, mais moyen. Il y avait des personnes qui étaient paniquées, d'autres qui étaient déjà à Sake, Minova et tout ça. Mais nous, on est quand même restés dans la ville parce qu'on n'avait pas d'informations par rapport au volcan. On savait qu'il y avait une éruption, on ne savait pas si c'était le Nyiragongo ou le Nyamulagira. On est quand même restés dans la ville. Et le 23, on n'a pas d'informations. Mais dans la ville, dans la journée, j'ai quand même vu encore des camions de la MONUSCO qui ramenaient leurs agents. En fait, ils étaient tous regroupés. Et c'est comme s'ils partaient vers leur base hors de la ville. On n'avait toujours pas d'informations. On a quand même décidé de rester. Et c'est là que les tremblements de terre ont commencé. Et c'était intense. Le premier jour, c'était pas forcément intense, mais on le sentait. Mais comme on avait un peu l'habitude par rapport au premier volcan, les gens ils se disaient il n'y a rien. Les tremblements, ouais, je les ressentais parce qu'ils passaient fort.
Et comme ils repassaient là, les gens qui étaient à Goma, ils ont cette manie, on va dire, de minimiser en fait le truc. Ils ont dit qu'on a connu le premier volcan, celui-là, il ne peut pas nous faire peur. Donc, nous, on vivait avec, hein. On marchait, le tremblement passe, on a un peu peur, mais on continue, tu vois, on continue notre vie, c'est tranquille. Et le 24, je crois, c'était intense. Genre, on avait de maisons en étage, toutes les personnes qui avaient des maisons en étage, on ne pouvait plus dormir dans la maison. Parce qu'il y avait tellement de tremblements. Et les personnes de l'OVG, qui étaient censées connaître l'évolution du volcan, à ce moment-là, ils ne communiquaient pas du tout, mais du tout. Nous, on était genre... On ne savait pas quoi faire. On avait le tremblement, on ne pouvait pas dormir et tout ça. On commençait à dormir dans les voitures. J'avais plein d'amis qui dormaient dans les voitures. Et le 26, dans la nuit, vers 3 heures du matin, je crois, il y avait, je ne sais pas si tu sais, mais il y avait un gouverneur militaire. Et il a fait un communiqué pour dire qu'en fait, les personnes qui étaient dans la zone rouge du volcan, c'est-à-dire en ville, dans la ville de Goma, il y a un quartier qui s'appelle la ville, et Birere et tout ça, doivent aller vers le Rwanda ou aller vers Mugunga ou Katindo. Parce qu'en fait, c'est une zone où la lave était présente en fait dans cette zone-là. Et pas de bol, nous on habitait dans cette région-là. On était vraiment dans la ville. Du coup, là, il y avait une vague de panique. Tout le monde voulait aller au Rwanda. Tout le monde. On est parti, je crois, il était 5 heures du matin. Il était 5 heures du matin, on est allé à la Grande Barrière. Il y avait des voitures, tu pouvais même pas... C'était à peu près 5 km de queue, d'embouteillage et tout ça. C'était horrible. Nous, on a marché jusqu'à la douane, on a fait nos papiers et tout ça. On a traversé, mon frère et moi. Mais mon père, il est resté derrière. C'était à peu près 10 minutes. Généralement, c'est 2 minutes, hein, tu marches, mais vu qu'il y avait on a laissé la voiture, on a bloqué, on a marché à pied. On a privilégié de partir, en fait, on a laissé la voiture. Une fois au Rwanda, à Gisenyi, on ne pouvait pas rester, parce qu'en fait... Vous avez été accueillis comment au Rwanda, honnêtement, ils nous laissaient passer. Ils nous laissaient passer parce qu'ils savaient ce qui s'est passé, et sachant qu'en fait, il restait pas grand monde à Gisenyi aussi. Parce qu'en fait, à Gisenyi aussi, il y avait des fissures par rapport au tremblement. Tout le monde était dirigé vers Kigali. Et une fois à Kigali, on a été obligé de louer un appartement. C'est un beau trait. Ouais, à nos frais. Ah, non, en Afrique, il n'y a pas de... On va prendre en charge. Par exemple, quand vous étiez du coup à Kigali, il n'y a pas eu des gymnases ou des espaces qui étaient du coup sinistrés? Ah oui, si, il y a eu ça. J'en ai entendu parler. Apparemment, il y a eu des centres pour des personnes en fait qui ne pouvaient pas forcément se payer quelque chose ou des personnes qui sont venues après nous. Parce qu'en fait, quand tu traverses la barrière entre le Rwanda et le Congo, tu dois faire un test Covid. Et le test Covid, il coûte 5 $ au Rwanda. On le fait au Rwanda, on ne le fait pas au Congo. Et quand nous, on est passé, on faisait encore le test. Mais il y a, je crois, 1 heure après nous, on ne faisait plus les tests parce qu'ils n'avaient plus la possibilité de faire les tests. Du coup, ils ont pris toutes ces personnes-là qui ne pouvaient pas faire le test, ils les ont mis dans un centre c'était en période de Covid pour un peu voir comment s'est évolué la Covid en fait. Et je sais qu'apparemment dans ces centres-là, ils avaient à manger, ils étaient bien quoi. Mais moi, j'ai pas été dans ces centres-là. Nous, on est partis directement à Kigali. Mais oui, il y a eu de l'aide, en tout cas, au niveau du gouvernement rwandais, ça c'est sûr, par rapport aux sinistrés du volcan, oui. Et ensuite, comment s'est passé le retour? Vous êtes resté combien de temps à Kigali? On est resté... Moi, je suis restée... Mon frère et moi, on est restés 7 jours. On est restés 7 jours, mais il y en a qui sont restés 3 jours. Ouais. Généralement, on est resté entre 4 et 5 jours, mais d'autres essayaient de prolonger. Mais 7 jours grand max, on est rentré. La vie avait repris, hein. La vie avait repris à Goma. On a un peu cette résilience, en fait. C'est comme si on vivait avec le Nyiragongo, on s'habitue. Tout le monde était normal. C'est vrai qu'il y avait des trucs qui avaient changé, hein. Des fissures dans les rues, des maisons qui avaient brûlé. Et comment ça s'est passé l'après? Est-ce que tu as des souvenirs? Non, en fait, cette éruption-là, le Nyiragongo n'est pas arrivé dans la ville. Il s'est arrêté
un peu après l'aéroport. C'est pas vraiment dans la ville. Du coup, il y a quelques maisons qui ont été estimées par le flamme. D'accord. Et quand du coup, pour le retour, retour à Kigali, est-ce qu'il y a eu au niveau, je sais pas, du gouvernement, de l'État, est-ce que vous avez senti que vous étiez beaucoup plus peut-être encadré? Parce que tu disais qu'au retour, vous avez vu donc la MONUSCO qui partait. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des autorités congolaises sur place qui ont commencé à réguler du coup la situation sur place? Honnêtement, apparemment, ils ont dit aux personnes de rentrer. Mais comme d'habitude, c'était pas forcément cadré, hein. Comme quand ils ont dit de quitter la ville, là, c'était vraiment un communiqué officiel à la radio. Mais pour le retour, c'était un peu du bouche à oreille, hein. Genre, il y a des personnes qui rentrent, ils se disent la ville, tout va bien, et ils disent aux autres personnes, et puis après on rentre en fait. On n'avait pas un message du gouvernement qui disait vraiment rentrez, tout va bien et tout ça. Pas forcément. Donc vous, quand vous êtes rentré du coup à Kigali, vous vous êtes débrouillé tout seul? Oui, complètement. Tout a été à nos frais. On a payé l'appartement, tout ce qu'il y avait à faire, c'était à nous on a tout payé en fait. Heureusement, on a de la famille là-bas, on connaissait des gens, donc c'était moins dur. Enfin, j'imagine pas les personnes qui connaissent pas grand monde là-bas, donc c'est compliqué. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que tu disais que tu comptes aussi repartir à Goma, parce que tu es originaire de Goma. Oui. Aujourd'hui, en ce qui concerne cette situation, est-ce que tu as des nouvelles sur place? Est-ce que ça va mieux? En fait, bon, là, c'est quand même en octobre, du coup, c'est le mois, tout ça. Oui, enfin, il y a des personnes qui avaient filmé le Nyiragongo, il y avait la lave qui avait disparu en fait, et on ne savait pas où était passée la lave. Il y avait des théories comme quoi la lave, elle est sous la ville, elle est dans le lac Kivu, mais personne n'arrive à dire où est passée la lave. Et il y a quelques jours de cela, sur Twitter, j'ai vu des personnes qui étaient parties au Nyiragongo, il y a encore de la lave en fait, elle est en train de se remplir. Donc, tous les gens de la ville ils se disent rendez-vous dans 19 ans ou pas. Donc on est un peu dans l'incertitude en fait. On a toujours vécu avec le volcan, mais là on vit encore plus avec. Mais cette lave-là, je sais pas si on n'a pas l'info en fait. On n'a pas l'information là-dessus par rapport à l'évolution du Nyiragongo là en ce moment. Finalement, ça fait combien de temps lorsque tu es resté en vacances à Goma? Ah, oui, moi je suis partie au mois de décembre, je suis rentrée en juillet, à peu près 7 mois. Et j'ai essayé un peu de m'occuper comme je pouvais. Et avec mon frère, on a eu l'idée d'ouvrir une boulangerie. Ça s'appelle Boulangerie Amani. Amani qui veut dire la paix. Et pour l'instant, on est un peu situé à Mugunga. Ça se passe bien. On essaye d'amener la boulangerie un peu partout dans la ville parce qu'on a vu que c'était un projet qui marchait. Et avec mon frère, on a essayé de mettre des prix qui étaient abordables à tous pour que tout le monde puisse avoir accès à nos produits, on va dire. Quels sont les prix à peu près? Vous êtes en termes d'équipe, comment vous avez fait? Vous avez recruté des personnes directement sur place, des experts dans ce domaine? Comment ça s'est passé? Oui, on a recruté des personnes qui travaillent déjà dans la boulangerie. On a essayé de recruter, on va dire, les meilleurs, enfin, qui nous ont été recommandés. Et au niveau des prix, je ne sais pas si tu as des équivalents, mais nos pains, ils partent de 100 francs congolais à 2500 congolais. Quand j'étais là-bas, 2500 congolais, c'était à peu près 1,5 $. Donc c'est un peu moins d'1 euro. Et le projet qu'on a, c'est d'ouvrir la boulangerie un peu partout dans les coins de la ville, c'est-à-dire à Katindo, en ville, dans les quartiers où il y a du besoin en fait. Il y a des boulangeries certes à Goma, mais il n'y en a pas assez pour la population. Donc on va essayer de voir là où il y en a le moins. On va en installer quelques-unes. Et comment est née cette idée de boulangerie? Parce que j'entendais en ce moment que c'est quelque chose qui marchait bien, que beaucoup de personnes qui investissaient dans ce genre de projet. Et comment vous y avez pensé du coup au début du confinement? Alors déjà, Amani, c'était le restaurant de ma grand-mère. C'était en fait une cafétéria. Elle faisait du pain, elle faisait de chapati, je sais pas si tu vois ce que c'est. Voilà, elle faisait tout ça en fait. Et quand on est arrivé, mon père s'était un peu approprié le nom parce que lui, il est un peu dans tout ce qui est pétrole et tout ça, station-service. Toutes ces stations-service s'appellent Amani. Et nous, mon frère et moi,
On a essayé un peu de penser à l'activité première, en fait, d'où est venu ce nom. Et on s'est dit, pourquoi pas une boulangerie? Et c'est pour ça qu'on a pris boulangerie à Magny. SLK News.